Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 10. Le 37e parallèle. Huit jours après avoir doublé le cap Pilares, le Duncan donnait à pleine vapeur dans la baie de Talcahuano, magnifique estuaire long de 12 milles et large de 9. Le temps était admirable. Le ciel de ce pays n'a pas un nuage de novembre à mars, et le vent du sud règne invariablement le long des côtes abritées par la chaîne des Andes. John Mangles, suivant les ordres d'Edward Glenarvan, avait serré de près l'archipel des Chiloé et les innombrables débris de tout ce continent américain. Quelque épave, un espar brisé, un bout de bois travaillé de la main des hommes, pouvait mettre le Duncan sur les traces du naufrage. Mais on ne vit rien, et le yacht, continuant sa route, mouilla dans le port de Talcahuano, 42 jours après avoir quitté les eaux brumeuses de la Clyde. Aussitôt Glenarvan fit mettre son canot à la mer, et, suivi de Paganel, il débarqua au pied de l'estacade. Le savant géographe, profitant de la circonstance, voulut se servir de la langue espagnole qu'il avait si consciencieusement étudiée. Mais, à son grand étonnement, il ne put se faire comprendre des indigènes. « C'est l'accent qui me manque, » dit-il. « Allons à la douane, » répondit Glenarvan. Là, on lui apprit, au moyen de quelques mots d'anglais accompagnés de gestes expressifs, que le consul britannique résidait à Conception. C'était une course d'1 heure. Glenarvan trouva aisément 2 chevaux d'allure rapide, et peu de temps après, Paganel et lui franchissaient les murs de cette grande ville, due au génie entreprenant de Valdivia, le vaillant compagnon des Pizards. Combien elle était déchue de son ancienne splendeur! Souvent pillée par les indigènes, incendiée en 1819, désolée, ruinée, ses murs encore noircis par la flamme des dévastations, éclipsée déjà par Talcahuano, elle comptait à peine 8000 âmes. Sous le pied paresseux des habitants, ces rues se transformaient en prairies. Pas de commerce, activité nulle, affaires impossibles. La mandoline résonnait à chaque balcon. Des chansons langoureuses s'échappaient à travers la jalousie des fenêtres, et Conception, l'antique cité des hommes, était devenue un village de femmes et d'enfants. Glenarvan se montra peu désireux de rechercher les causes de cette décadence, bien que Jacques Paganel l'entreprît à ce sujet, et, sans perdre un instant, il se rendit chez J. R. Bentock, Esq., consul de Sa Majesté britannique. Ce personnage le reçut fort civilement, et se chargea, lorsqu'il connut l'histoire du capitaine Grant, de prendre des informations sur tout le littoral. Quant à la question de savoir si le trois-mâts Britannia avait fait côte vers le 37e parallèle le long des rivages chiliens ou araucaniens, elle fut résolue négativement. Aucun rapport sur un événement de cette nature n'était parvenu ni au consul, ni à ses collègues des autres nations. Glenarvan ne se découragea pas. Il revint à Talcahuano, et, n'épargnant ni démarches, ni soins, ni argent, il expédia des agents sur les côtes. Vaine recherche. Les enquêtes les plus minutieuses faites chez les populations riveraines ne produisirent pas de résultats. Il fallut en conclure que le Britannia n'avait laissé aucune trace de son naufrage. Glenarvan instruisit alors ses compagnons de l'insuccès de ses démarches. Mary Grant et son frère ne purent contenir l'expression de leur douleur. C'était 6 jours après l'arrivée du Duncan à Talcahuano. Les passagers se trouvaient réunis dans la dunette. Lady Helena consolait, non par ses paroles, qu'aurait-elle pu dire, mais par ses caresses, les 2 enfants du capitaine. Jacques Paganel avait repris le document, et il le considérait avec une profonde attention, comme s'il eût voulu lui arracher de nouveaux secrets. Depuis 1 heure, il l'examinait ainsi, lorsque Glenarvan, l'interpellant, lui dit « Paganel, je m'en rapporte à votre sagacité. Est-ce que l'interprétation que nous avons faite de ce document est erronée?
Est-ce que le sens de ces mots est illogique? Paganel ne répondit pas. Il réfléchissait. Est-ce que nous nous trompons sur le théâtre présumé de la catastrophe? Est-ce que le nom de Patagonie ne saute pas aux yeux des gens les moins perspicaces? Paganel se taisait toujours. Enfin, dit Glenarvan, le mot indien ne vient-il pas encore nous donner raison? Parfaitement, répondit Mac Nabbs. Et dès lors, n'est-il pas évident que les naufragés, au moment où ils écrivaient ces lignes, s'attendaient à devenir prisonniers des Indiens? Je vous arrête là, mon cher lord, répondit enfin Paganel. Et si vos autres conclusions sont justes, la dernière du moins ne me paraît pas rationnelle. Que voulez-vous dire? Demanda lady Helena, tandis que tous les regards se fixaient sur le géographe. Je veux dire, répondit Paganel en accentuant ses paroles, que le capitaine Grant est maintenant prisonnier des Indiens. Et j'ajouterai que le document ne laisse aucun doute sur cette situation. Expliquez-vous, monsieur, dit Miss Grant. Rien de plus facile, ma chère Marie. Au lieu de lire sur le document « seront prisonniers », lisons « sont prisonniers », et tout devient clair. Mais cela est impossible, répondit Glenarvan. Impossible? Et pourquoi, mon noble ami? Demanda Paganel en souriant. Parce que la bouteille n'a pu être lancée qu'au moment où le navire se brisait sur les rochers. De là cette conséquence que les degrés de longitude et de latitude s'appliquent au lieu même du naufrage. Rien ne le prouve, répliqua vivement Paganel, et je ne vois pas pourquoi les naufragés, après avoir été entraînés par les Indiens dans l'intérieur du continent, n'auraient pas cherché à faire connaître au moyen de cette bouteille le lieu de leur captivité. Tout simplement, mon cher Paganel, parce que pour lancer une bouteille à la mer, il faut au moins que la mer soit là. Ou, à défaut de la mer, repartit Paganel, les fleuves qui s'y jettent. Un silence d'étonnement accueillit cette réponse inattendue, et admissible cependant. À l'éclair qui brilla dans les yeux de ses auditeurs, Paganel comprit que chacun d'eux se rattachait à une nouvelle espérance. Lady Helena fut la première à reprendre la parole. « Quelle idée !» s'écria-t-elle. « Et quelle bonne idée !» ajouta naïvement le géographe. « Alors, votre avis ?» demanda Glenarvan. « Mon avis est de chercher le 37e parallèle à l'endroit où il rencontre la côte américaine, et de le suivre sans s'écarter d'un demi-degré jusqu'au point où il se plonge dans l'Atlantique. Peut-être trouverons-nous sur son parcours les naufragés du Britannia. » Faible chance, répondit le major. Si faible qu'elle soit, reprit Paganel, nous ne devons pas la négliger. Que j'ai raison, par hasard, que cette bouteille soit arrivée à la mer en suivant le cours d'un fleuve de ce continent, nous ne pouvons manquer dès lors de tomber sur les traces des prisonniers. Voyez, mes amis, voyez la carte de ce pays, et je vais vous convaincre jusqu'à l'évidence. Ce disant, Paganel étala sur la table une carte du Chili et des provinces argentines. Regardez, dit-il, et suivez-moi dans cette promenade à travers le continent américain. Enjambons l'étroite bande chilienne. Franchissons la cordillère des Andes. Descendons au milieu des pampas. Les fleuves, les rivières, les cours d'eau manquent-ils à ces régions? Non. Voici le Rio Negro. Voici le Rio Colorado. Voici leurs affluents coupés par le 37e degré de latitude, et qui tous ont pu servir au transport du document. Là, peut-être, au sein d'une tribu, aux mains d'Indiens sédentaires, au bord de ces rivières peu connues, dans les gorges des Sierras, ceux que j'ai le droit de nommer nos amis attendent une intervention providentielle. Devons-nous donc tromper leur espérance? N'est-ce pas votre avis à tous de suivre à travers ces contrées la ligne rigoureuse que mon doigt trace en ce moment sur la carte? Et si, contre toute prévision, je me trompe encore, n'est-ce pas notre devoir de remonter jusqu'au bout le 37e parallèle et, s'il le faut, pour retrouver les naufragés, de faire avec lui le tour du monde? Ces paroles, prononcées avec une généreuse animation,
produisirent une émotion profonde parmi les auditeurs de Paganel. Tous se levèrent et vinrent lui serrer la main. « Oui, mon père est là !» s'écriait Robert Grant en dévorant la carte des yeux. « Et où il est ?» répondit Glenarvan. « Nous saurons le retrouver, mon enfant. Rien de plus logique que l'interprétation de notre ami Paganel. Et il faut, sans hésiter, suivre la voie qu'il nous trace. Ou le capitaine est entre les mains d'Indiens nombreux, ou il est prisonnier d'une faible tribu. Dans ce dernier cas, nous le délivrerons. Dans l'autre, après avoir reconnu sa situation, nous rejoignons le Duncan. Sur la côte orientale, nous gagnons Buenos Aires, et là, un détachement organisé par le major Mac Nab aura raison de tous les Indiens des provinces argentines. « Bien, bien, votre honneur, » répondit John Mangles, « et j'ajouterai que cette traversée du continent américain se fera sans péril. »« Sans péril et sans fatigue, » reprit Paganel. « Combien l'ont accompli déjà qui n'avaient guère nos moyens d'exécution, et dont le courage n'était pas soutenu par la grandeur de l'entreprise. Est-ce qu'en 1872, un certain Basilio Villarmo n'est pas allé de Carmen aux Cordillères? Est-ce qu'en 1806, un Chilien, alcade de la province de Conception, Don Luis de la Cruz, parti d'Antuco, n'a pas précisément suivi ce 37e degré et, franchissant les Andes, n'est-il pas arrivé à Buenos Aires après un trajet accompli en 40 jours? Enfin le colonel Garcia, monsieur Alcide d'Orbigny et mon honorable collègue, le docteur Martin de Moussy, n'ont-ils pas parcouru ce pays en tous les sens et fait pour la science ce que nous allons faire pour l'humanité? Monsieur, monsieur, dit Mary Grant d'une voix brisée par l'émotion, comment reconnaître un dévouement qui vous expose à tant de dangers? Des dangers? S'écria Paganel. Qui a prononcé le mot danger? Ce n'est pas moi, répondit Robert Grant, l'œil brillant, le regard décidé. Des dangers? Reprit Paganel. Est-ce que cela existe? D'ailleurs, de quoi s'agit-il? D'un voyage de 350 lieues à peine, puisque nous irons en ligne droite. D'un voyage qui s'accomplira sous une latitude équivalente à celle de l'Espagne, de la Sicile, de la Grèce dans l'autre hémisphère, et par conséquent sous un climat à peu près identique, d'un voyage enfin dont la durée sera d'1 mois au plus. C'est une promenade. Monsieur Paganel, demanda alors lady Helena, vous pensez donc que si les naufragés sont tombés au pouvoir des Indiens, leur existence a été respectée? Si je le pense, madame. Mais les Indiens ne sont pas des anthropophages, loin de là. Un de mes compatriotes, que j'ai connu à la Société de géographie, monsieur Gunnar, est resté pendant 3 ans prisonnier des Indiens des Pampas. Il a souffert, il a été fort maltraité, mais enfin il est sorti victorieux de cette épreuve. Un Européen est un être utile dans ces contrées. Les Indiens en connaissent la valeur, et ils le soignent comme un animal de prix. Eh bien, il n'y a plus à hésiter, dit Glenarvan. Il faut partir, et partir sans retard. Quelle route devons-nous suivre? Une route facile et agréable, répondit Paganel. Un peu de montagne en commençant, puis une pente douce sur le versant oriental des Andes, et enfin une plaine unie, gazonnée, sablée, un vrai jardin. Voyons la carte, dit le major. La voici, mon cher Mac Nabbs. Nous irons prendre l'extrémité du 37e parallèle sur la côte chilienne, entre la pointe Rumena et la baie de Carnero. Après avoir traversé la capitale de l'Araucanie, nous couperons la cordillère par la passe d'Antuco, en laissant le volcan au sud. Puis, glissant sur les déclivités allongées des montagnes, franchissant le Neuquén, le Rio Colorado, nous atteindrons les Pampas. Le Salinas, la rivière Guamini, la Sierra Tapalquén. Là se présentent les frontières de la province de Buenos Aires. Nous les passerons, nous gravirons la Sierra Tandil, et nous prolongerons nos recherches jusqu'à la pointe Médano sur les rivages de l'Atlantique. En parlant ainsi, en développant le programme de l'expédition, Paganel ne prenait même pas la peine de regarder la carte déployée sous ses yeux. Il n'en avait que faire. Nourri des travaux de Fraisier, de Molina, de Humboldt, de Miers, de d'Orbigny, sa mémoire ne pouvait être ni trompée ni surprise.
Après avoir terminé cette nomenclature géographique, il ajouta: « Donc, mes chers amis, la route est droite. En 30 jours, nous l'aurons franchie, et nous serons arrivés avant le Duncan sur la côte orientale, pour peu que les vents d'aval retardent sa marche. » Ainsi le Duncan, dit John Mangles, devra croiser entre le cap Corrientes et le cap Saint-Antoine. Précisément. Et comment composeriez-vous le personnel d'une pareille expédition? Demanda Glenarvan. Le plus simplement possible. Il s'agit de reconnaître la situation du capitaine Grant, et non de faire le coup de fusil avec les Indiens. Je crois que Lord Glenarvan, notre chef naturel, le major qui ne voudra céder sa place à personne, votre serviteur, Jacques Paganel, et moi, s'écria le jeune Grant. Robert! Robert, dit Marie. Et pourquoi pas? Répondit Paganel. Les voyages forment la jeunesse. Donc, nous 4, et 3 marins du Duncan. Comment? Dit John Mangles, en s'adressant à son maître. Votre honneur ne réclame pas pour moi? Mon cher John, répondit Glenarvan, nous laissons nos passagers à bord, c'est-à-dire ce que nous avons de plus cher au monde. Qui veillerait sur elle, si ce n'est le dévoué capitaine du Duncan? Nous ne pouvons donc pas vous accompagner? Dit lady Helena, dont les yeux se voilèrent d'un nuage de tristesse. Ma chère Helena, répondit Glenarvan, notre voyage doit s'accomplir dans des conditions exceptionnelles de célérité. Notre séparation sera courte et... Oui, mon ami, je vous comprends, répondit lady Helena. Allez donc, et réussissez dans votre entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas un voyage, dit Paganel. Et qu'est-ce donc? Demanda lady Helena. Un passage, rien de plus. Nous passerons, voilà tout, comme l'honnête homme sur terre, en faisant le plus de bien possible. Transire, bene facendo, c'est là notre devise. Sur cette parole de Paganel se termina la discussion, si l'on peut donner ce nom à une conversation dans laquelle tout le monde fut du même avis. Les préparatifs commencèrent le jour même. On résolut de tenir l'expédition secrète pour ne pas donner l'éveil aux Indiens. Le départ fut fixé au 14 octobre. Quand il s'agit de choisir les matelots destinés à débarquer, tous offrirent leur service, et Glenarvan n'eut que l'embarras du choix. Il préféra donc s'en remettre au sort pour ne pas désobliger de si braves gens. C'est ce qui eut lieu, et le second, Tom Austin, Wilson, un vigoureux gaillard, et Mulrady, qui eût défié à la boxe Tom Sawyers lui-même, n'eurent point à se plaindre de la chance. Glenarvan avait déployé une extrême activité dans ses préparatifs. Il voulait être prêt au jour indiqué, et il le fut. Concurremment, John Mangles s'approvisionnait de charbon, de manière à pouvoir reprendre immédiatement la mer. Il tenait à devancer les voyageurs sur la côte argentine. De là, une véritable rivalité entre Glenarvan et le jeune capitaine, qui tourna au profit de tous. En effet, le 14 octobre, à l'heure dite, chacun était prêt. Au moment du départ, les passagers du yacht se réunirent dans les carrés. Le Duncan était en mesure d'appareiller, et les branches de son hélice troublaient déjà les eaux limpides de Talcahuano. Glenarvan, Paganel, McNabbs, Robert Grant, Tom Austin, Wilson, Mulrady, armés de carabines et de revolvers Colt, se préparèrent à quitter le bord. Guide et mulet les attendaient à l'extrémité de l'estacade. « Il est temps, » dit enfin Lord Edward. « Allez donc, mon ami, » répondit lady Helena en contenant son émotion. Lord Glenarvan la pressa sur son cœur, tandis que Robert se jetait au cou de Mary Grant. « Et maintenant, cher compagnon, » dit Jacques Paganel, « une dernière poignée de main qui nous dure jusqu'au rivage de l'Atlantique. » C'était beaucoup demandé. Cependant, il y eut là des étreintes capables de réaliser les vœux du digne savant. On remonta sur le pont, et les 7 voyageurs quittèrent le Duncan. Bientôt ils atteignirent le quai, dont le yacht en évoluant se rapprocha à moins d'une demi-encablure. Lady Helena, du haut de la dunette, s'écria une dernière fois. « Mes amis,
Dieu vous aide. Et il nous aidera, madame, répondit Jacques Paganel, car je vous prie de le croire, nous nous aiderons nous-mêmes. En avant, cria John Mangles à son mécanicien. En route, répondit lord Glenarvan. Et, à l'instant même où les voyageurs, rendant la bride à leur monture, suivaient le chemin du rivage, le Duncan, sous l'action de son hélice, reprenait à toute vapeur la route de l'océan. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie. Chapitre 11. Traversée du Chili. La troupe indigène organisée par Glenarvan se composait de 3 hommes et d'un enfant. Le muletier-chef était un Anglais naturalisé dans ce pays depuis 20 ans. Il faisait le métier de louer des mulets aux voyageurs et de les guider à travers les différents passages des cordillères. Puis, il les remettait entre les mains d'un baqueano, guide argentin, auquel le chemin des Pampas était familier. Cet Anglais n'avait pas tellement oublié sa langue maternelle dans la compagnie des mulets et des Indiens qu'il ne put s'entretenir avec les voyageurs. De là une facilité pour la manifestation de ses volontés et l'exécution de ses ordres, dont Glenarvan s'empressa de profiter, puisque Jacques Paganel ne parvenait pas encore à se faire comprendre. Ce muletier-chef, ce catapaz, suivant la dénomination chilienne, était secondé par 2 péons indigènes et un enfant de 12 ans. Les péons surveillaient les mulets chargés du bagage de la troupe, et l'enfant conduisait la madrina, petite jument qui, portant grelot et sonnette, marchait en avant et entraînait 10 mules à sa suite. Les voyageurs en montaient 7. Le catapaz une, les 2 autres transportaient les vivres et quelques rouleaux d'étoffe destinés à assurer le bon vouloir des caciques de la plaine. Les péons allaient à pied, suivant leur habitude. Cette traversée de l'Amérique méridionale devait donc s'exécuter dans les conditions les meilleures, au point de vue de la sûreté et de la célérité. Ce n'est pas un voyage ordinaire que ce passage à travers la chaîne des Andes. On ne peut l'entreprendre sans employer ces robustes mulets, dont les plus estimés sont de provenance argentine. Ces excellentes bêtes ont acquis dans le pays un développement supérieur à celui de la race primitive. Elles sont peu difficiles sur la question de nourriture. Elles ne boivent qu'une seule fois par jour, font aisément 10 lieues en 8 heures, et portent sans se plaindre une charge de 14 arrobes. Il n'y a pas d'auberge sur cette route d'un océan à l'autre. On mange de la viande séchée, du riz assaisonné de piment, et le gibier qui consent à se laisser tuer en route. On boit l'eau des torrents dans la montagne, l'eau des ruisseaux dans la plaine, relevée de quelques gouttes de rhum, dont chacun a sa provision contenue dans une corne de bœuf appelée chifle. Il faut avoir soin d'ailleurs de ne pas abuser des boissons alcooliques, peu favorables dans une région où le système nerveux de l'homme est particulièrement exalté. Quant à la literie, elle est contenue tout entière dans la selle indigène nommée recado. Cette selle est faite de pelions, peau de mouton tannée d'un côté et garnie de laine de l'autre, que maintiennent de larges sangles luxurieusement brodées. Un voyageur roulé dans ces chaudes couvertures brave impunément les nuits humides et dort du meilleur sommeil. Glenarvan, en homme qui sait voyager et se conformer aux usages des divers pays, avait adopté le costume chilien pour lui et les siens. Paganel et Robert, 2 enfants, un grand et un petit, ne se sentirent pas de joie quand ils introduisirent leur tête à travers le puncho national, vaste tartan percé d'un trou à son centre, et leurs jambes dans des bottes de cuir faites de la patte de derrière d'un jeune cheval. Il fallait voir leurs mules, richement harnachées, ayant à la bouche le mors arabe. La longue bride en cuir tressé servant de fouet, la tétière enjolivée d'ornements de métal, et les alforjas, double sac en toile de couleur éclatante qui contenaient les vivres du jour. Paganel, toujours distrait, faillit recevoir 3 ou 4 ruades de son excellente monture au moment de l'enfourcher.
Une fois en selle, son inséparable longue-vue en bandoulière, les pieds cramponnés aux étriers, il se confia à la sagacité de sa bête et n'eut pas lieu de s'en repentir. Quant au jeune Robert, il montra dès ses débuts de remarquables dispositions à devenir un excellent cavalier. On partit. Le temps était superbe, le ciel d'une limpidité parfaite, et l'atmosphère suffisamment rafraîchie par les brises de la mer, malgré les ardeurs du soleil. La petite troupe suivit, d'un pas rapide, les sinueux rivages de la baie de Talcahuano, afin de gagner, à 30 milles au sud, l'extrémité du parallèle. On marcha rapidement pendant cette première journée à travers les roseaux d'anciens marais desséchés, mais on parla peu. Les adieux du départ avaient laissé une vive impression dans l'esprit des voyageurs. Ils pouvaient voir encore la fumée du Duncan qui se perdait à l'horizon. Tous se taisaient, à l'exception de Paganel. Ce studieux géographe se posait à lui-même des questions en espagnol et se répondait dans cette langue nouvelle. Le catapaz, au surplus, était un homme assez taciturne, et que sa profession n'avait pas dû rendre bavard. Il parlait à peine à ses péons. Ceux-ci, en gens du métier, entendaient fort bien leur service. Si quelque mule s'arrêtait, il la stimulait d'un cri guttural. Si le cri ne suffisait pas, un bon caillou, lancé d'une main sûre, avait raison de son entêtement. Qu'une sangle vînt à se détacher, une bride à manquer, le péon, se débarrassant de son puncho, enveloppait la tête de la mule, qui, l'accident réparé, reprenait aussitôt sa marche. L'habitude des muletiers est de partir à 8 heures, après le déjeuner du matin, et d'aller ainsi jusqu'au moment de la couchée, à 4 heures du soir. Glenarvan s'en tint à cet usage. Or, précisément, quand le signal de halte fut donné par le catapaz, les voyageurs arrivaient à la ville d'Arauco, située à l'extrémité sud de la baie, sans avoir abandonné la lisière écumeuse de l'océan. Il eût alors fallu marcher pendant une vingtaine de milles dans l'ouest, jusqu'à la baie Carnero, pour y trouver l'extrémité du 37e degré. Mais les agents de Glenarvan avaient déjà parcouru cette partie du littoral, sans rencontrer aucun vestige du naufrage. Une nouvelle exploration devenait donc inutile, et il fut décidé que la ville d'Arauco serait prise pour point de départ. De là, la route devait être tenue vers l'est, suivant une ligne rigoureusement droite. La petite troupe entra dans la ville pour y passer la nuit, et campa en pleine cour d'une auberge dont le confortable était encore à l'état rudimentaire. Arauco est la capitale de l'Araucanie, un état long de 150 lieues, large de 30, habité par les Molouches, ces fils aînés de la race chilienne chantée par le poète Ercilla. Race fière et forte, la seule des deux Amériques qui n'ait jamais subi une domination étrangère. Si Arauco a jadis appartenu aux Espagnols, les populations du moins ne se soumirent pas. Elles résistèrent alors comme elles résistent aujourd'hui aux envahissantes entreprises du Chili, et leur drapeau indépendant, une étoile blanche sur champ d'azur, flotte encore au sommet de la colline fortifiée qui protège la ville. Tandis que l'on préparait le souper, Glenarvan, Paganel et le catapaz se promenèrent entre les maisons coiffées de chaumes. Sauf une église et les restes d'un couvent de franciscains, Arauco n'offrait rien de curieux. Glenarvan tenta de recueillir quelques renseignements qui n'aboutirent pas. Paganel était désespéré de ne pouvoir se faire comprendre des habitants. Mais, puisque ceux-ci parlaient l'araucanien, une langue mère dont l'usage est général jusqu'au détroit de Magellan, l'espagnol de Paganel lui servait autant que de l'hébreu. Il occupa donc ses yeux, à défaut de ses oreilles, et, somme toute, il éprouva une vraie joie de savant à observer les divers types de la race Molouche qui posaient devant lui. Les hommes avaient une taille élevée, le visage plat, le teint cuivré, le menton épilé, l'œil méfiant, la tête large et perdue dans une longue chevelure noire. Ils paraissaient voués à cette fainéantise spéciale des gens de guerre qui ne savent que faire en temps de paix. Leurs femmes, misérables et courageuses, s'employaient aux travaux pénibles du ménage, pansaient les chevaux, nettoyaient les armes, labouraient,
chassaient pour leur maître, et trouvaient encore le temps de fabriquer ces punchos bleu turquoise qui demandent 2 années de travail et dont le moindre prix atteint $100. En résumé, ces Moluches forment un peuple peu intéressant et de mœurs assez sauvages. Ils ont à peu près tous les vices humains, contre une seule vertu, l'amour de l'indépendance. De vrais Spartiates, répétait Paganel, quand, sa promenade terminée, il vint prendre place au repas du soir. Le digne savant exagérait, et on le comprit encore moins quand il ajouta que son cœur de Français battait fort pendant sa visite à la ville d'Arauco. Lorsque le major lui demanda la raison de ce battement inattendu, il répondit que son émotion était bien naturelle, puisqu'un de ses compatriotes occupait naguère le trône d'Araucanie. Le major le pria de vouloir bien faire connaître le nom de ce souverain. Jacques Paganel nomma fièrement le brave monsieur de Tonneins, un excellent homme, ancien avoué de Périgueux, un peu trop barbu, et qui avait subi ce que les rois détrônés appellent volontiers l'ingratitude de leurs sujets. Le major, ayant légèrement souri à l'idée d'un ancien avoué chassé du trône, Paganel répondit fort sérieusement qu'il était peut-être plus facile à un avoué de faire un bon roi qu'à un roi de faire un bon avoué. Et, sur cette remarque, chacun de rire et de boire quelques gouttes de chicha, à la santé d'Aurélie Antoine Ier, ex-roi d'Araucanie. Quelques minutes plus tard, les voyageurs, roulés dans leur puncho, dormaient d'un profond sommeil. Le lendemain, à 8 heures, la madrina en tête, les péons en queue, la petite troupe reprit à l'est la route du 37e parallèle. Elle traversait alors le fertile territoire de l'Araucanie, riche en vignes et en troupeaux. Mais peu à peu la solitude se fit. À peine, de mille en mille, une hutte de restradores, indien dompteur de chevaux, célèbre dans toute l'Amérique. Parfois un relais de poste abandonné, qui servait d'abri à l'indigène errant des plaines. 2 rivières pendant cette journée barrèrent la route aux voyageurs, le Rio des Racoués et le Rio de Toubal. Mais le catapaz découvrit un gué qui permit de passer outre. La chaîne des Andes se déroulait à l'horizon, enflant ses croupes et multipliant ses pics vers le nord. Ce n'était encore là que les basses vertèbres de l'énorme épine dorsale sur laquelle s'appuie la charpente du Nouveau Monde. À 4 heures du soir, après un trajet de 35 milles, on s'arrêta en pleine campagne sous un bouquet de myrtes géants. Les mules furent débridées, et allèrent paître en liberté l'herbe épaisse de la prairie. Les alforjas fournirent la viande et le riz accoutumé. Les pélions, étendus sur le sol, servirent de couverture, d'oreiller, et chacun trouva sur ses lits improvisés un repos réparateur, tandis que les péons et le catapaz veillaient à tour de rôle. Puisque le temps devenait si favorable, puisque tous les voyageurs, sans en excepter Robert, se maintenaient en bonne santé, puisqu'enfin ce voyage débutait sous de si heureux auspices, il fallait en profiter et pousser en avant comme un joueur pousse dans la veine. C'était l'avis de tous. La journée suivante, on marcha vivement. On franchit sans accident le rapide de Belle, et le soir, en campant sur les bords du Rio Biobio, qui sépare le Chili espagnol du Chili indépendant, Glenarvan put encore inscrire 35 milles de plus à l'actif de l'expédition. Le pays n'avait pas changé. Il était toujours fertile et riche en amaryllis, violettes arborescentes, flucchis, datura et cactus à fleurs d'or. Quelques animaux se tenaient tapis dans les fourrés, mais d'indigènes on voyait peu. À peine quelques gaussos, enfants dégénérés des Indiens et des Espagnols, galopant sur des chevaux ensanglantés par l'éperon gigantesque qui chaussait leurs pieds nus, et passant comme des ombres. On ne trouvait à qui parler sur la route, et les renseignements manquaient absolument. Glenarvan en prenait son parti. Il se disait que le capitaine Grant, prisonnier des Indiens, devait avoir été entraîné par eux au-delà de la chaîne des Andes. Les recherches ne pouvaient être fructueuses que dans les pampas, non en deçà. Il fallait donc patienter, aller de l'avant, vite et toujours. Le 17, on repartit à l'heure habituelle et dans l'ordre accoutumé. Un ordre que Robert ne gardait pas sans peine,
car son ardeur l'entraînait à devancer la madrina, au grand désespoir de sa mule. Il n'en fallait rien de moins qu'un rappel sévère de Glenarvan pour maintenir le jeune garçon à son poste de marche. Le pays devint alors plus accidenté. Quelques ressauts de terrain indiquaient de prochaines montagnes. Les rios se multipliaient, en obéissant bruyamment aux caprices des pentes. Paganel consultait souvent ses cartes. Quand l'un de ces ruisseaux n'y figurait pas, ce qui arrivait fréquemment, son sang de géographe bouillonnait dans ses veines, et il se fâchait de la plus charmante façon du monde. Un ruisseau qui n'a pas de nom, disait-il, c'est comme s'il n'avait pas d'état civil. Il n'existe pas aux yeux de la loi géographique. Aussi ne se gênait-il pas pour baptiser ces rios innommés. Il les notait sur sa carte et les affublait des qualificatifs les plus retentissants de la langue espagnole. Quelle langue, répétait-il, quelle langue pleine et sonore, c'est une langue de métal, et je suis sûr qu'elle est composée de 78 parties de cuivre et de 22 d'étain, comme le bronze des cloches. Mais au moins faites-vous des progrès, lui répondit Glenarvan. Certes, mon cher lord, ah, s'il n'y avait pas l'accent, mais il y a l'accent. Et en attendant mieux, Paganel, chemin faisant, travaillait à rompre son gosier aux difficultés de la prononciation, sans oublier ses observations géographiques. Là, par exemple, il était étonnamment fort et n'eût pas trouvé son maître. Lorsque Glenarvan interrogea le catapaz sur une particularité du pays, son savant compagnon devançait toujours la réponse du guide. Le catapaz le regardait d'un air ébahi. Ce jour-là même, vers 10 heures, une route se présenta qui coupait la ligne suivie jusqu'alors. Glenarvan en demanda naturellement le nom, et naturellement aussi, ce fut Jacques Paganel qui répondit. C'est la route de Yumbel à Los Angeles. Glenarvan regarda le catapaz. Parfaitement, répondit celui-ci. Puis, s'adressant au géographe. Vous avez donc traversé ce pays? Dit-il. Parbleu, répondit sérieusement Paganel. Sur un mulet? Non, dans un fauteuil. Le catapaz ne comprit pas, car il haussa les épaules et revint en tête de la troupe. À 5 heures du soir, il s'arrêtait dans une gorge peu profonde, à quelques milles au-dessus de la petite ville de Loja. Et, cette nuit-là, les voyageurs campèrent au pied des Sierras, premiers échelons de la grande cordillère. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 12. À 12 000 pieds dans les airs. La traversée du Chili n'avait présenté jusqu'ici aucun incident grave. Mais alors ces obstacles et ces dangers que comporte un passage dans les montagnes s'offraient à la fois. La lutte avec les difficultés naturelles allait véritablement commencer. Une question importante dut être résolue avant le départ. Par quel passage pouvait-on franchir la chaîne des Andes sans s'écarter de la route déterminée? Le catapaz fut interrogé à ce sujet. Je ne connais, répondit-il, que 2 passages praticables dans cette partie des cordillères. Le passage d'Arica, sans doute, dit Paganel, qui a été découvert par Valdivia Mendoza. Précisément. Et celui de Villarrica, situé au sud du Nevado de ce nom. Juste. Eh bien, mon ami, ces 2 passages n'ont qu'un tort, c'est de nous entraîner au nord ou au sud plus qu'il ne convient. Avez-vous un autre paso à nous proposer? Demanda le major. Parfaitement, répondit Paganel. Le paso d'Antuco, situé sur le penchant volcanique, par 37° 30', c'est-à-dire à un demi-degré près de notre route. Il se trouve à 1000 toises de hauteur seulement, et a été reconnu par Zamudio de Cruz. Bon, fit Glenarvan. Mais ce paso d'Antuco, le connaissez-vous, Catapaz? Oui, my lord, je l'ai traversé. Et si je ne le proposais pas, c'est que c'est tout au plus une voie de bétail qui sert aux Indiens pasteurs des versants orientaux. Eh bien, mon ami, répondit Glenarvan, là où passent les troupeaux de juments, de moutons et de bœufs,
Des Puenchés, nous saurons passer aussi. Et puisqu'il nous maintient dans la ligne droite, va pour le passo d'Antuco. Le signal du départ fut aussitôt donné, et l'on s'enfonça dans la vallée de Las Lejas, entre de grandes masses de calcaire cristallisé. On montait suivant une pente presque insensible. Vers 11 heures, il fallut contourner les bords d'un petit lac, réservoir naturel et rendez-vous pittoresque de tous les rios du voisinage. Ils y arrivaient en murmurant et s'y confondaient dans une limpide tranquillité. Au-dessus du lac s'étendaient de vastes ilanos, hautes plaines couvertes de graminées, où paissaient des troupeaux indiens. Puis, un marais se rencontra qui courait nord et sud, et dont on se tira, grâce à l'instinct des mules. À 1 heure, le fort Belnard apparut sur un roc à pic qu'il couronnait de ses courtines démantelées. On passa outre. Les pentes devenaient déjà rades, pierreuses, et les cailloux, détachés par les sabots des mules, roulaient sous leurs pas en formant de bruyantes cascades de pierre. Vers 3 heures, nouvelle ruine pittoresque d'un fort détruit dans le soulèvement de 1770. Décidément, dit Paganel, les montagnes ne suffisent pas à séparer les hommes. Il faut encore les fortifier. À partir de ce point, la route devint difficile, périlleuse même. L'angle des pentes s'ouvrit davantage. Les corniches se rétrécirent de plus en plus. Les précipices se creusèrent effroyablement. Les mules avançaient prudemment, le nez à terre, flairant le chemin. On marchait en file. Parfois, à un coup de brusque, la madrina disparaissait, et la petite caravane se guidait alors au bruit lointain de sa sonnette. Souvent aussi, les capricieuses sinuosités du sentier ramenaient la colonne sur 2 lignes parallèles, et le catapaz pouvait parler aux péons, tandis qu'une crevasse, large de 2 toises à peine, mais profonde de 200, creusait entre eux un infranchissable abîme. La végétation herbacée luttait encore cependant contre les envahissements de la pierre, mais on sentait déjà le règne minéral aux prises avec le règne végétal. Les approches du volcan d'Antuco se reconnaissaient à quelques traînées de lave, d'une couleur ferrugineuse et hérissées de cristaux jaunes en forme d'aiguilles. Les rocs entassés les uns sur les autres et prêts à choir se tenaient contre toutes les lois de l'équilibre. Évidemment, les cataclysmes devaient facilement modifier leur aspect, et, à considérer ces pics sans aplomb, ces dômes gauches, ces mamelons mal assis, il était facile de voir que l'heure du tassement définitif n'avait pas encore sonné pour cette montagneuse région. Dans ces conditions, la route devait être difficile à reconnaître. L'agitation presque incessante de la charpente andine en change souvent le tracé, et les points de repère ne sont plus à leur place. Aussi le catapaz hésitait-il, il s'arrêtait, il regardait autour de lui, il interrogeait la forme des rochers, il cherchait sur la pierre friable des traces d'Indiens. Toute orientation devenait impossible. Glenarvan suivait son guide pas à pas. Il comprenait, il sentait son embarras croissant avec les difficultés du chemin. Il n'osait l'interroger, et pensait, non sans raison peut-être, qu'il en est des muletiers comme de l'instinct des mulets, et qu'il vaut mieux s'en rapporter à lui. Pendant 1 heure encore, le catapaz erra, pour ainsi dire, à l'aventure, mais toujours en gagnant des zones plus élevées de la montagne. Enfin, il fut forcé de s'arrêter court. On se trouvait au fond d'une vallée de peu de largeur, une de ces gorges étroites que les Indiens appellent quebradas. Un mur de porphyre taillé à pic enfermait l'issue. Le catapaz, après avoir cherché vainement un passage, mit pied à terre, se croisa les bras et attendit. Glenarvan vint à lui. « Vous vous êtes égaré ?» demanda-t-il. « Non, mylord, » répondit le catapaz. « Cependant, nous ne sommes pas dans le passage d'Antuco. »« Nous y sommes. »« Vous ne vous trompez pas ?»« Je ne me trompe pas. Voici les restes d'un feu qui a servi aux Indiens, et voilà les traces laissées par les troupeaux de juments et de moutons. »« Eh bien, on a passé par cette route ?»« Oui, mais on n'y passera plus. Le dernier tremblement de terre l'a rendue impraticable. »« Aux mulets ?» répondit le major, « mais non aux hommes. »« Ah, ceci vous regarde, » répondit le catapaz.
J'ai fait ce que j'ai pu. Mes mules et moi, nous sommes prêts à retourner en arrière, s'il vous plaît de revenir sur vos pas et de chercher les autres passages de la cordillère. Et ce sera un retard de 3 jours au moins. Glenarvan écoutait en silence les paroles du catapaz. Celui-ci était évidemment dans les conditions de son marché. Ses mules ne pouvaient aller plus loin. Cependant, quand la proposition fut faite de rebrousser chemin, Glenarvan se retourna vers ses compagnons et leur dit « Voulez-vous passer quand même ?»« Nous voulons vous suivre, » répondit Tom Austin. « Et même vous précéder, » ajouta Paganel. « De quoi s'agit-il après tout? De franchir une chaîne de montagnes dont les versants opposés offrent une descente incomparablement plus facile. Cela fait, nous trouverons les Baqueanos argentins qui nous guideront à travers les pampas, et des chevaux rapides habitués à galoper dans les plaines. En avant donc, et sans hésiter. En avant, s'écrièrent les compagnons de Glenarvan. Vous ne nous accompagnez pas? Demanda celui-ci au catapaz. Je suis conducteur de mules, répondit le muletier. À votre aise. On se passera de lui, dit Paganel. De l'autre côté de cette muraille, nous retrouverons les sentiers d'Antuco, et je me fais fort de vous conduire au bas de la montagne aussi directement que le meilleur guide des cordillères. Glenarvan régla donc avec le catapaz, et le congédia, lui, ses péons et ses mules. Les armes, les instruments et quelques vivres furent répartis entre les 7 voyageurs. D'un commun accord, on décida que l'ascension serait immédiatement reprise, et que, s'il le fallait, on voyagerait une partie de la nuit. Sur le talus de gauche serpentait un sentier abrupt que des mules n'auraient pu franchir. Les difficultés furent grandes, mais après 2 heures de fatigue et de détours, Glenarvan et ses compagnons se retrouvèrent sur le passage d'Antuco. Ils étaient alors dans la partie andine proprement dite, qui n'est pas éloignée de l'arête supérieure des cordillères. Mais de sentiers frayés, de passeaux déterminés, il n'y avait plus apparence. Toute cette région venait d'être bouleversée dans les derniers tremblements de terre, et il fallut s'élever de plus en plus sur les croupes de la chaîne. Paganel fut assez décontenancé de ne pas trouver la route libre, et il s'attendit à de rudes fatigues pour gagner le sommet des Andes, car leur hauteur moyenne est comprise entre 11 000 et 12 600 pieds. Fort heureusement, le temps était calme, le ciel pur, la saison favorable. Mais en hiver, de mai à octobre, une pareille ascension eût été impraticable. Les froids intenses tuent rapidement les voyageurs, et ceux qu'ils épargnent n'échappent pas, du moins, aux violences des temporales, sorte d'ouragans particuliers à ces régions, et qui, chaque année, peuplent de cadavres les gouffres de la cordillère. On monta pendant toute la nuit. On se hissait à force de poignets sur des plateaux presque inaccessibles. On sautait des crevasses larges et profondes. Les bras ajoutés aux bras remplaçaient les cordes, et les épaules servaient d'échelons. Ces hommes intrépides ressemblaient à une troupe de clowns livrés à toute la folie des jeux icariens. Ce fut alors que la vigueur de Mulrady et l'adresse de Wilson eurent 1000 occasions de s'exercer. Ces 2 braves Écossais se multiplièrent. Maintes fois, sans leur dévouement et leur courage, la petite troupe n'aurait pu passer. Glenarvan ne perdait pas de vue le jeune Robert, que son âge et sa vivacité portaient aux imprudences. Paganel, lui, s'avançait avec une furie toute française. Quant au major, il ne se remuait qu'autant qu'il le fallait, pas plus, pas moins, et il s'élevait par un mouvement insensible. S'apercevait-il qu'il montait depuis plusieurs heures? Cela n'est pas certain. Peut-être s'imaginait-il descendre. À 5 heures du matin, les voyageurs avaient atteint une hauteur de 7500 pieds, déterminée par une observation barométrique. Ils se trouvaient alors sur les plateaux secondaires, dernière limite de la région arborescente. Là bondissaient quelques animaux, qui eussent fait la joie ou la fortune d'un chasseur. Ces bêtes agiles le savaient bien, car elles fuyaient, et de loin, l'approche des hommes. C'était le lama, animal précieux des montagnes, qui remplace le mouton, le bœuf et le cheval, et vit où ne vivrait pas le mulet. C'était le chinchilla, petit rongeur doux et craintif,
riche en fourrure, qui tient le milieu entre le lièvre et la gerboise, et auquel ses pattes de derrière donnent l'apparence d'un kangourou. Rien de charmant à voir comme ce léger animal courant sur la cime des arbres à la façon d'un écureuil. Ce n'est pas encore un oiseau, disait Paganel, mais ce n'est déjà plus un quadrupède. Cependant, ces animaux n'étaient pas les derniers habitants de la montagne. À 9000 pieds, sur la limite des neiges perpétuelles, vivaient encore, et par troupes, des ruminants d'une incomparable beauté. L'alpaga au pelage long et soyeux, puis cette sorte de chèvre sans cornes, élégante et fière, dont la laine est fine et que les naturalistes ont nommée vigogne. Mais il ne fallait pas songer à l'approcher, et c'est à peine s'il était donné de la voir. Elle s'enfuyait, on pourrait dire à tire-d'aile, et glissait sans bruit sur les tapis éblouissants de blancheur. À cette heure, l'aspect des régions était entièrement métamorphosé. De grands blocs de glace éclatants, d'une teinte bleuâtre dans certains escarpements, se dressaient de toutes parts et réfléchissaient les premiers rayons du jour. L'ascension devint très périlleuse alors. On ne s'aventurait plus sans sonder attentivement pour reconnaître les crevasses. Wilson avait pris la tête de la file, et du pied, il éprouvait le sol des glaciers. Ses compagnons marchaient exactement sur les empreintes de ses pas et évitaient d'élever la voix, car le moindre bruit agitant les couches d'air pouvait provoquer la chute des masses neigeuses suspendues à 700 ou 800 pieds au-dessus de leur tête. Ils étaient alors parvenus à la région des arbrisseaux, qui, 250 toises plus haut, cédèrent la place aux graminées et aux cactus. À 11 000 pieds, ces plantes elles-mêmes abandonnèrent le sol aride, et toute trace de végétation disparut. Les voyageurs ne s'étaient arrêtés qu'une seule fois, à 8 heures, pour réparer leurs forces par un repas sommaire, et, avec un courage surhumain, ils reprirent l'ascension, bravant des dangers toujours croissants. Il fallut enfourcher des arêtes aiguës, et passer au-dessus de gouffres que le regard n'osait sonder. En maint endroit, des croix de bois jalonnaient la route et marquaient la place de catastrophes multipliées. Vers 2 heures, un immense plateau, sans trace de végétation, une sorte de désert, s'étendit entre des pics décharnés. L'air était sec, le ciel d'un bleu cru. À cette hauteur, les pluies sont inconnues, et les vapeurs ne s'y résolvent qu'en neige ou en grêle. Çà et là quelques pics de porphyre ou de basalte trouaient le suaire blanc comme les os d'un squelette, et, par instants, des fragments de quartz ou de gneiss, désunis sous l'action de l'air, s'éboulaient avec un bruit mat, qu'une atmosphère peu dense rendait presque imperceptible. Cependant la petite troupe, malgré son courage, était à bout de force. Glenarvan, voyant l'épuisement de ses compagnons, regrettait de s'être engagé si avant dans la montagne. Le jeune Robert se raidissait contre la fatigue, mais il ne pouvait aller plus loin. À 3 heures, Glenarvan s'arrêta. « Il faut prendre du repos, dit-il, car il vit bien que personne ne ferait cette proposition. »« Prendre du repos ?» répondit Paganel. « Mais nous n'avons pas d'abri. »« Cependant, c'est indispensable, ne fût-ce que pour Robert. »« Mais non, mylord, répondit le courageux enfant. Je puis encore marcher, ne vous arrêtez pas. »« On te portera, mon garçon, répondit Paganel. Mais il faut gagner à tout prix le versant oriental. Là, nous trouverons peut-être quelque hutte de refuge. Je demande encore 2 heures de marche. Est-ce votre avis à tous? Demanda Glenarvan. Oui, répondirent ses compagnons. Mulrady ajouta: Je me charge de l'enfant. Et l'on reprit la direction de l'est. Ce furent encore 2 heures d'une ascension effrayante. On montait toujours pour atteindre les dernières sommités de la montagne. La raréfaction de l'air produisait cette oppression douloureuse, connue sous le nom de puna. Le sang suintait à travers les gencives et les lèvres par défaut d'équilibre, et peut-être aussi sous l'influence des neiges, qui, à une grande hauteur, vicient évidemment l'atmosphère. Il fallait suppléer au défaut de sa densité par des inspirations fréquentes, et activer ainsi la circulation, ce qui fatiguait non moins que la réverbération des rayons du soleil
sur les plaques de neige. Quelle que fût la volonté de ces hommes courageux, le moment vint donc où les plus vaillants défaillirent, et le vertige, ce terrible mal des montagnes, détruisit non seulement leur force physique, mais aussi leur énergie morale. On ne lutte pas impunément contre des fatigues de ce genre. Bientôt les chutes devinrent fréquentes, et ceux qui tombaient n'avançaient qu'en se traînant sur les genoux. Or, l'épuisement allait mettre un terme à cette ascension trop prolongée, et Glenarvan ne considérait pas sans terreur l'immensité des neiges, le froid dont elles imprégnaient cette région funeste, l'ombre qui montait vers ces cimes désolées, le défaut d'abri pour la nuit, quand le major l'arrêta, et d'un ton calme, « Une hutte, dit-il. » Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie. Chapitre 13. Descente de la Cordillère. Tout autre que Mac Nabbs eût passé 100 fois à côté, autour, au-dessus même de cette hutte, sans en soupçonner l'existence. Une extumescence du tapis de neige la distinguait à peine des rocs environnants. Il fallut la déblayer. Après une demi-heure d'un travail opiniâtre, Wilson et Mulrady eurent dégagé l'entrée de la casucha, et la petite troupe s'y blottit avec empressement. Cette casucha, construite par les Indiens, était faite d'adobe, espèce de brique cuite au soleil. Elle avait la forme d'un cube de 12 pieds sur chaque face, et se dressait au sommet d'un bloc de basalte. Un escalier de pierre conduisait à la porte, seule ouverture de la cahute, et quelque étroite qu'elle fût, les ouragans, la neige ou la grêle savaient bien s'y frayer un passage lorsque les temporales les déchaînaient dans la montagne. 10 personnes pouvaient aisément y tenir place, et si ces murs n'eussent pas été suffisamment étanches dans la saison des pluies, à cette époque du moins ils garantissaient à peu près contre un froid intense que le thermomètre portait à 10 degrés au-dessous de zéro. D'ailleurs, une sorte de foyer avec tuyaux de briques, fort mal rejointés, permettait d'allumer du feu et de combattre efficacement la température extérieure. « Voilà un gîte suffisant, » dit Glenarvan, « s'il n'est pas confortable. La Providence nous y a conduits, et nous ne pouvons faire moins que de l'en remercier. » Comment donc? Répondit Paganel. Mais c'est un palais. Il n'y manque que des factionnaires et des courtisans. Nous serons admirablement ici. Surtout quand un bon feu flambera dans l'âtre, dit Tom Austin. Car si nous avons faim, nous n'avons pas moins froid. Il me semble, et pour ma part, un bon fagot me réjouirait plus qu'une tranche de venaison. Eh bien, Tom, répondit Paganel, on tâchera de trouver du combustible. Du combustible au sommet des cordillères, dit Mulrady, en secouant la tête d'un air de doute. Puisqu'on a fait une cheminée dans cette casucha, répondit le major, c'est probablement parce qu'on trouve ici quelque chose à brûler. Notre ami Mac Nabbs a raison, dit Glenarvan. Disposez tout pour le souper. Je vais aller faire le métier de bûcheron. Je vous accompagne avec Wilson, répondit Paganel. Si vous avez besoin de moi, dit Robert en se levant. Non, repose-toi, mon brave garçon, répondit Glenarvan. Tu seras un homme à l'âge où d'autres ne seront encore que des enfants. Glenarvan, Paganel et Wilson sortirent de la casucha. Il était 6 heures du soir. Le froid piquait vivement malgré le calme absolu de l'atmosphère. Le bleu du ciel s'assombrissait déjà, et le soleil effleurait de ses derniers rayons les hauts pics des plateaux andins. Paganel, ayant emporté son baromètre, le consulta, et vit que le mercure se maintenait à 0,495 mm. La dépression de la colonne barométrique correspondait à une élévation de 11 700 pieds. Cette région des Cordillères avait donc une altitude inférieure de 910 mètres seulement à celle du Mont Blanc. Si ces montagnes eussent présenté les difficultés dont est hérissé le géant de la Suisse, si seulement les ouragans et les tourbillons se fussent déchaînés contre eux, pas un des voyageurs n'eût franchi la grande chaîne du Nouveau Monde.
Glenarvan et Paganel, arrivés sur un monticule de porphyre, portèrent leurs regards à tous les points de l'horizon. Ils occupaient alors le sommet des Névados de la cordillère, et dominaient un espace de 40 milles carrés. À l'est, les versants s'abaissaient en rampe douce par des pentes praticables sur lesquelles les péons se laissent glisser pendant l'espace de plusieurs centaines de toises. Au loin, des traînées longitudinales de pierres et de blocs erratiques, repoussés par le glissement des glaciers, formaient d'immenses lignes de moraines. Déjà la vallée du Colorado se noyait dans une ombre montante, produite par l'abaissement du soleil. Les reliefs du terrain, les saillies, les aiguilles, les pics, éclairés par ces rayons, s'éteignaient graduellement, et l'assombrissement se faisait peu à peu sur tout le versant oriental des Andes. Dans l'ouest, la lumière éclairait encore les contreforts qui soutiennent la paroi à pic des flancs occidentaux. C'était un éblouissement de voir les rocs et les glaciers baignés dans cette irradiation de l'astre du jour. Vers le nord ondulait une succession de cimes qui se confondaient insensiblement et formaient comme une ligne tremblée sous un crayon inhabile. L'œil s'y perdait confusément. Mais au sud, au contraire, le spectacle devenait splendide, et, avec la nuit tombante, il allait prendre de sublimes proportions. En effet, le regard s'enfonçant dans la vallée sauvage du Torbido, dominait l'Antuco, dont le cratère béant se creusait à 2000 de là. Le volcan rugissait comme un monstre énorme, semblable au Léviathan des jours apocalyptiques, et vomissait d'ardentes fumées mêlées à des torrents de flammes fuligineuses. Le cirque de montagnes qui l'entourait paraissait être en feu. Des grêles de pierres incandescentes, des nuages de vapeur rougeâtre, des fumées de lave se réunissaient en gerbes étincelantes. Un immense éclat, qui s'accroissait d'instant en instant, une déflagration éblouissante emplissait ce vaste circuit de ses réverbérations intenses, tandis que le soleil, dépouillé peu à peu de ses lueurs crépusculaires, disparaissait comme un astre éteint dans les ombres de l'horizon. Paganel et Glenarvan seraient restés longtemps à contempler cette lutte magnifique des feux de la terre et des feux du ciel. Les bûcherons improvisés faisaient place aux artistes, mais Wilson, moins enthousiaste, les rappela au sentiment de la situation. Le bois manquait, il est vrai. Heureusement un lichen maigre et sec revêtait les rocs. On en fit une ample provision, ainsi que d'une certaine plante nommée hilareta, dont la racine pouvait brûler suffisamment. Ce précieux combustible rapporté à la casucha, on l'entassa dans le foyer. Le feu fut difficile à allumer et surtout à entretenir. L'air très raréfié ne fournissait plus assez d'oxygène à son alimentation. Du moins ce fut la raison donnée par le major. En revanche, ajoutait-il, l'eau n'aura pas besoin de 100 degrés de chaleur pour bouillir. Ceux qui aiment le café fait avec de l'eau à 100 degrés seront forcés de s'en passer, car, à cette hauteur, l'ébullition se manifestera avant 90 degrés. Mac Nabbs ne se trompait pas, et le thermomètre plongé dans l'eau de la chaudière, dès qu'elle fut bouillante, ne marqua que 87 degrés. Ce fut avec volupté que chacun but quelques gorgées de café brûlant. Quant à la viande sèche, elle parut un peu insuffisante, ce qui provoqua de la part de Paganel une réflexion aussi sensée qu'inutile. « Parbleu, dit-il, il faut avouer qu'une grillade de lama ne serait pas à dédaigner. On dit que cet animal remplace le bœuf et le mouton, et je serais bien aise de savoir si c'est au point de vue alimentaire. »« Comment ?» dit le major. « Vous n'êtes pas content de notre souper, savant Paganel. »« Enchanté, mon brave major. Cependant, j'avoue qu'un plat de venaison serait le bienvenu. »« Vous êtes un sybarite, dit Mac Nabbs. J'accepte le qualificatif, major, mais vous-même, et quoi que vous en disiez, vous ne bouderiez pas devant un beefsteak quelconque. Cela est probable, répondit le major. Et si l'on vous priait d'aller vous poster à l'affût malgré le froid et la nuit, vous iriez sans faire une réflexion. Évidemment, et pour peu que cela vous plaise. Les compagnons de Mac Nabbs n'avaient pas eu le temps de le remercier
et d'enrayer son incessante obligeance, que des hurlements lointains se firent entendre. Ils se prolongeaient longuement. Ce n'étaient pas là des cris d'animaux isolés, mais ceux d'un troupeau qui s'approchait avec rapidité. La Providence, après avoir fourni la cahute, voulait-elle donc offrir le souper? Ce fut la réflexion du géographe. Mais Glenarvan rabattit un peu de sa joie en lui faisant observer que les quadrupèdes de la cordillère ne se rencontrent jamais sur une zone si élevée. « Alors d'où vient ce bruit ?» dit Tom Austin. « Entendez-vous comme il s'approche ?»« Une avalanche ?» dit Mulrady. « Impossible. Ce sont de véritables hurlements, » répliqua Paganel. « Voyons, » dit Glenarvan. « Et voyons un chasseur, » répondit le major qui prit sa carabine. Tous s'élancèrent hors de la casucha. La nuit était venue, sombre et constellée. La lune ne montrait pas encore le disque à demi rongé de sa dernière phase. Les sommets du nord et de l'est disparaissaient dans les ténèbres, et le regard ne percevait plus que la silhouette fantastique de quelques rocs dominants. Des hurlements de bêtes effarées redoublaient. Ils venaient de la partie ténébreuse des cordillères. Que se passait-il? Soudain, une avalanche furieuse arriva, mais une avalanche d'êtres animés et fous de terreur. Tout le plateau sembla s'agiter. De ces animaux, il en venait des centaines, des milliers peut-être, qui, malgré la raréfaction de l'air, produisaient un vacarme assourdissant. Étaient-ce des bêtes fauves de la pampa ou seulement une troupe de lamas et de vigognes? Glenarvan, Mac Nabbs, Robert, Austin, les deux matelots, n'eurent que le temps de se jeter à terre, pendant que ce tourbillon vivant passait à quelques pieds au-dessus d'eux. Paganel, qui, en sa qualité de nyctalope, se tenait debout pour mieux voir, fut culbuté en un clin d'œil. En ce moment, la détonation d'une arme à feu éclata. Le major avait tiré au jugé. Il lui sembla qu'un animal tombait à quelques pas de lui. Tandis que toute la bande, emportée par son irrésistible élan, et redoublant ses clameurs, disparaissait sur les pentes éclairées par la réverbération du volcan. « Ah! Je les tiens !» dit une voix, la voix de Paganel. « Et que tenez-vous » demanda Glenarvan. « Mes lunettes, parbleu! C'est bien le moins qu'on perde ses lunettes dans une pareille bagarre. »« Vous n'êtes pas blessé ?»« Non, un peu piétiné. Mais par qui ?»« Par ceci, » répondit le major, en traînant après lui l'animal qu'il avait abattu. Chacun se hâta de regagner la cahute, et à la lueur du foyer on examina le coup de fusil de Mac Nabbs. C'était une jolie bête, ressemblant à un petit chameau sans bosse. Elle avait la tête fine, le corps aplati, les jambes longues et grêles, le poil fin, le pelage café au lait, et le dessous du ventre tacheté de blanc. À peine Paganel l'eut-il regardé qu'il s'écria. « C'est un guanac !»« Qu'est-ce que c'est qu'un guanac ?» demanda Glenarvan. « Une bête qui se mange, » répondit Paganel. « Et c'est bon ?»« Savoureux, un mets de l'Olympe. Je savais bien que nous aurions de la viande fraîche pour souper. Et quelle viande! Mais qui va découper l'animal ? » ?»« Moi, » dit Wilson. « Bien, je me charge de le faire griller, » répliqua Paganel. « Vous êtes donc cuisinier, monsieur Paganel ? » dit Robert. « Parbleu, mon garçon, puisque je suis français. Dans un Français, il y a toujours un cuisinier. » 5 minutes après, Paganel déposa de larges tranches de venaison sur les charbons produits par la racine de Hilaretta. 10 minutes plus tard, il servit à ses compagnons cette viande fort appétissante sous le nom de filet de guanac. Personne ne fit de façon, et chacun y mordit à pleines dents. Mais à la grande stupéfaction du géographe, une grimace générale, accompagnée d'un « pouah » unanime, accueillit la première bouchée. « C'est horrible, » dit l'un. « Ce n'est pas mangeable, » répliqua l'autre. Le pauvre savant, quoi qu'il en eût, dut convenir que cette grillade ne pouvait être acceptée, même par des affamés. On commençait donc à lui lancer quelques plaisanteries, qu'il entendait parfaitement du reste,
et à dober son mets de l'Olympe. Lui-même cherchait la raison pour laquelle cette chair de guanaque, véritablement bonne et très estimée, était devenue détestable entre ses mains, quand une réflexion subite traversa son cerveau. « J'y suis !» s'écria-t-il. « Eh, parbleu, j'y suis, j'ai trouvé. » « Est-ce que c'est de la viande trop avancée ?» demanda tranquillement Mac Nabbs. « Non, major intolérant, mais de la viande qui a trop marché. Comment ai-je pu oublier cela ?»« Que voulez-vous dire, monsieur Paganel ?» demanda Tom Austin. « Je veux dire que le guanaque n'est bon que s'il a été tué au repos. Si on le chasse longtemps, s'il fournit une longue course, sa chair n'est plus mangeable. Je puis donc affirmer au goût que cet animal venait de loin, et par conséquent le troupeau tout entier. »« Vous êtes certain de ce fait ?» dit Glenarvan. « Absolument certain. »« Mais quel événement, quel phénomène a pu effrayer ainsi ces animaux et les chasser à l'heure où ils devraient être paisiblement endormis dans leur gîte ?»« À cela, mon cher Glenarvan, dit Paganel, il m'est impossible de vous répondre. Si vous m'en croyez, allons dormir, sans en chercher plus long. Pour mon compte, je meurs de sommeil. Dormons-nous, major ? Dormons, Paganel. Sur ce, chacun s'enveloppa de son poncho, et le feu fut ravivé pour la nuit. Et bientôt, dans tous les tons et sur tous les rythmes, s'élevèrent des ronflements formidables, au milieu desquels la basse du savant géographe soutenait l'édifice harmonique. Seul Glenarvan ne dormit pas. De secrètes inquiétudes le tenaient dans un état de fatigante insomnie. Il songeait involontairement à ce troupeau fuyant dans une direction commune, à son effarement inexplicable. Les guanaques ne pouvaient être poursuivis par des bêtes fauves. À cette hauteur il n'y en a guère, et de chasseurs encore moins. Quelle terreur les précipitait donc vers les abîmes de l'Antuco, et quelle en était la cause? Glenarvan avait le pressentiment d'un danger prochain. Cependant, sous l'influence d'un demi-assoupissement, ses idées se modifièrent peu à peu, et les craintes firent place à l'espérance. Il se vit au lendemain, dans la plaine des Andes. Là devaient commencer véritablement ses recherches, et le succès n'était peut-être pas loin. Il songea au capitaine Grant, à ses 2 matelots délivrés d'un dur esclavage. Ces images passaient rapidement devant son esprit, à chaque instant distrait par un pétillement du feu, une étincelle crépitant dans l'air, une flamme vivement oxygénée qui éclairait la face endormie de ses compagnons et agitait quelque ombre fuyante sur les murs de la casucha. Puis ses pressentiments revenaient avec plus d'intensité. Il écoutait vaguement les bruits extérieurs, difficiles à expliquer sur ces cimes solitaires. À certains moments, il crut surprendre des grondements éloignés, sourds, menaçants, comme les roulements d'un tonnerre qui ne viendrait pas du ciel. Or ces grondements ne pouvaient appartenir qu'à un orage déchaîné sur les flancs de la montagne, à quelques milles au-dessous de son sommet. Glenarvan voulut constater le fait, et sortit. La lune se levait alors. L'atmosphère était limpide et calme. Pas un nuage, ni en haut, ni en bas. Çà et là quelques reflets mobiles des flammes de l'Antuco. Nul orage, nul éclair. Au zénith étincelaient des milliers d'étoiles. Pourtant les grondements duraient toujours. Ils semblaient se rapprocher et courir à travers la chaîne des Andes. Glenarvan rentra plus inquiet, se demandant quel rapport existait entre ces ronflements souterrains et la fuite des guanaques. Y avait-il là un effet et une cause? Il regarda sa montre qui marquait 2 heures du matin. Cependant, n'ayant point la certitude d'un danger immédiat, il n'éveilla pas ses compagnons, que la fatigue tenait pesamment endormis, et il tomba lui-même dans une lourde somnolence qui dura plusieurs heures. Tout à coup, de violents fracas le remirent sur pied. C'était un assourdissant vacarme, comparable au bruit saccadé que feraient d'innombrables caissons d'artillerie roulant sur un pavé sonore. Soudain Glenarvan sentit le sol manquer à ses pieds. Il vit la casucha osciller et s'entr'ouvrir. « Alerte !» s'écria-t-il. Ses compagnons,
tous réveillés et renversés pêle-mêle, étaient entraînés sur une pente rapide. Le jour se levait alors, et la scène était effrayante. La forme des montagnes changeait subitement. Les cônes se tronquaient. Les pics chancelants disparaissaient comme si quelque trappe s'entr'ouvrait sous leur base. Par suite d'un phénomène particulier aux cordillères, un massif, large de plusieurs milles, se déplaçait tout entier et glissait vers la plaine. Un tremblement de terre, s'écria Paganel. Il ne se trompait pas. C'était un de ces cataclysmes fréquents sur la lisière montagneuse du Chili, et, précisément, dans cette région où Copiapo a été 2 fois détruit, et Santiago renversé 4 fois en 14 ans. Cette portion du globe est travaillée par les feux de la Terre, et les volcans de cette chaîne d'origine récente n'offrent que d'insuffisantes soupapes à la sortie des vapeurs souterraines. De là ces secousses incessantes, connues sous le nom de tremblores. Cependant ce plateau auquel se cramponnait cet homme, accroché à des touffes de lichen, étourdi, épouvanté, glissait avec la rapidité d'un express, c'est-à-dire une vitesse de 50 milles à l'heure. Pas un cri n'était possible, pas un mouvement pour fuir ou s'enrayer. On aurait pu s'entendre. Les roulements intérieurs, le fracas des avalanches, le choc des masses de granit et de basalte, les tourbillons d'une neige pulvérisée, rendaient toute communication impossible. Tantôt le massif dévalait sans heurts ni chaos, tantôt, pris d'un mouvement de tangage et de roulis, comme le pont d'un navire secoué par la houle, côtoyant des gouffres dans lesquels tombaient des morceaux de montagne, déracinant les arbres séculaires, il nivelait avec la précision d'une faux immense toutes les saillies du versant oriental. Que l'on songe à la puissance d'une masse, pesant plusieurs milliards de tonnes, lancée avec une vitesse toujours croissante, sous un angle de 50 degrés. Ce que dura cette chute indescriptible, nul n'aurait pu l'évaluer. À quel abîme elle devait aboutir, nul n'eût osé le prévoir. Si tous étaient là, vivants, ou si l'un d'eux gisait déjà au fond d'un abîme, nul encore n'aurait pu le dire. Étouffés par la vitesse de la course, glacés par l'air froid qui les pénétrait, aveuglés par les tourbillons de neige, ils haletaient, anéantis, presque aveuglés, et ne s'accrochaient au roc que par un suprême instinct de conservation. Tout d'un coup, un choc d'une incomparable violence les arracha de leur glissant véhicule. Ils furent lancés en avant et roulèrent sur les derniers échelons de la montagne. Le plateau s'était arrêté net. Pendant quelques minutes, nul ne bougea. Enfin, l'un se releva, étourdi du coup, mais ferme encore. Le major. Il secoua la poussière qui l'aveuglait, puis il regarda autour de lui. Ses compagnons, étendus dans un cercle restreint, comme les grains d'un plomb de fusil qui ont fait balle, étaient renversés les uns sur les autres. Le major les compta. Tous, moins un, gisaient sur le sol. Celui qui manquait, c'était Robert Grant. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 14. Le coup de fusil de la Providence. Le versant oriental de la cordillère des Andes est fait de longues pentes qui vont se perdre insensiblement à la plaine, sur laquelle une portion du massif s'était subitement arrêtée. Dans cette contrée nouvelle, tapissée de pâturages épais, hérissée d'arbres magnifiques, un nombre incalculable de ces pommiers plantés au temps de la conquête étincelaient de fruits dorés et formaient des forêts véritables. C'était un coin de l'opulente Normandie jeté dans les régions platéennes, et, en toute autre circonstance, l'œil d'un voyageur eût été frappé de cette transition subite du désert à l'oasis, des cimes neigeuses aux prairies verdoyantes, de l'hiver à l'été. Le sol avait repris d'ailleurs une immobilité absolue. Le tremblement de terre s'était apaisé, et sans doute les forces souterraines exerçaient plus loin leur action dévastatrice,
car la chaîne des Andes est toujours en quelque endroit agitée ou tremblante. Cette fois, la commotion avait été d'une violence extrême. La ligne des montagnes se trouvait entièrement modifiée. Un panorama nouveau de cimes, de crêtes et de pics se découpait sur le fond bleu du ciel, et le guide des Pampas y eut en vain cherché ses points de repère accoutumés. Une admirable journée se préparait. Les rayons du soleil, sortis de son lit humide du Pacifique, glissaient sur les plaines argentines et se plongeaient déjà dans les flots de l'autre océan. Il était 8 heures du matin. Lord Glenarvan et ses compagnons, ranimés par les soins du major, revinrent peu à peu à la vie. En somme, ils avaient subi un étourdissement effroyable, mais rien de plus. La cordillère était descendue, et ils n'auraient eu qu'à s'applaudir d'un moyen de locomotion dont la nature avait fait tous les frais, si l'un d'eux, le plus faible, un enfant, Robert Grant, n'eût manqué à l'appel. Chacun l'aimait, ce courageux garçon. Paganel, qui s'était particulièrement attaché à lui, le major malgré sa froideur, tous, et surtout Glenarvan. Ce dernier, quand il apprit la disparition de Robert, fut désespéré. Il se représenta le pauvre enfant englouti dans quelque abîme, et appelant d'une voix inutile celui qu'il nommait son second père. « mes amis, dit-il en retenant à peine ses larmes. Il faut le chercher, il faut le retrouver. Nous ne pouvons l'abandonner ainsi. Pas une vallée, pas un précipice, pas un abîme qui ne doive être fouillé jusqu'au fond. On m'attachera par une corde, on m'y descendra. Je le veux, vous m'entendez? Je le veux. Fasse le ciel que Robert respire encore. Sans lui, comment oserions-nous retrouver son père? Et de quel droit sauver le capitaine Grant, si son salut a coûté la vie à son enfant? Les compagnons de Glenarvan l'écoutaient sans répondre. Ils sentaient qu'ils cherchaient dans leur regard quelque lueur d'espérance, et ils baissaient les yeux. « Eh bien, reprit Glenarvan, vous m'avez entendu, vous vous taisez, vous n'espérez plus rien, rien. » Il y eut quelques instants de silence, puis Mac Nabbs prit la parole et dit: « Qui de vous, mes amis, se rappelle à quel instant Robert a disparu? » À cette demande, aucune réponse ne fut faite. « Au moins, reprit le major, vous me direz près de qui se trouvait l'enfant pendant la descente de la cordillère. »« Près de moi, » répondit Wilson. « Eh bien, jusqu'à quel moment l'as-tu vu près de toi? Rappelle tes souvenirs, parle. »« Voici tout ce dont je me souviens, » répondit Wilson. Robert Grant était encore à mes côtés, la main crispée à une touffe de lichen, moins de 2 minutes avant le choc qui a terminé notre descente. Moins de 2 minutes? Fais bien attention, Wilson. Les minutes ont dû te paraître longues. Ne te trompes-tu pas? Je ne crois pas me tromper. C'est bien cela, moins de 2 minutes. Bon, dit Mac Nabbs. Et Robert se trouvait-il placé à ta gauche ou à ta droite? À ma gauche. Je me rappelle que son poncho fouettait ma figure. Et toi, par rapport à nous, tu étais placé? Également sur la gauche. Ainsi Robert n'a pu disparaître que de ce côté, dit le major, se tournant vers la montagne et indiquant sa droite. J'ajouterais qu'en tenant compte du temps écoulé depuis sa disparition, l'enfant doit être tombé sur la partie de la montagne comprise entre le sol et 2000 de hauteur. C'est là qu'il faut le chercher, en nous partageant les différentes zones, et c'est là que nous le retrouverons. Pas une parole ne fut ajoutée. Les 6 hommes, gravissant les pentes de la cordillère, s'échelonnèrent sur sa croupe à diverses hauteurs et commencèrent leur exploration. Ils se maintenaient constamment à droite de la ligne de descente, fouillant les moindres fissures, descendant au fond des précipices comblés en partie par les débris du massif, et plus d'un en sortit, les vêtements en lambeaux, les pieds et les mains ensanglantés, après avoir exposé sa vie. Toute cette portion des Andes, sauf quelques plateaux inaccessibles, fut scrupuleusement fouillée pendant de longues heures, sans qu'aucun de ces braves gens songeât à prendre du repos.
vaine recherche. L'enfant avait trouvé non seulement la mort dans la montagne, mais aussi un tombeau dont la pierre, faite de quelques rocs énormes, s'était à jamais refermée sur lui. Vers 1 heure, Glenarvan et ses compagnons, brisés, anéantis, se retrouvaient au fond de la vallée. Glenarvan était en proie à une douleur violente. Il parlait à peine, et de ses lèvres sortaient ces seuls mots entrecoupés de soupirs. « Je ne m'en irai pas. Je ne m'en irai pas. » Chacun comprit cette obstination devenue une idée fixe, et la respecta. « Attendons, » dit Paganel au major et à Tom Austin. « Prenons quelque repos, et préparons nos forces. Nous en avons besoin, soit pour recommencer nos recherches, soit pour continuer notre route. »« Oui, » répondit Mac Nabbs, « et restons, puisque Edward veut demeurer. Il espère, mais qu'espère-t-il ? » Dieu le sait, dit Tom Austin. Pauvre Robert, répondit Paganel en s'essuyant les yeux. Les arbres poussaient en grand nombre dans la vallée. Le major choisit un groupe de hauts caroubiers, sous lesquels il fit établir un campement provisoire. Quelques couvertures, les armes, un peu de viande séchée et du riz, voilà ce qui restait aux voyageurs. Un rio coulait non loin, qui fournit une eau encore troublée par l'avalanche. Mulrady alluma du feu sur l'herbe, et bientôt il offrit à son maître une boisson chaude et réconfortante. Mais Glenarvan la refusa, et demeura étendu sur son poncho dans une profonde prostration. La journée se passa ainsi. La nuit vint, calme et tranquille, comme la nuit précédente. Pendant que ses compagnons demeuraient immobiles, quoique inassoupis, Glenarvan remonta les pentes de la cordillère. Il prêtait l'oreille, espérant toujours qu'un dernier appel parviendrait jusqu'à lui. Il s'aventura loin, haut, seul, collant son oreille contre terre, écoutant et comprimant les battements de son cœur, appelant d'une voix désespérée. Pendant toute la nuit, le pauvre lord erra dans la montagne. Tantôt Paganel, tantôt le major le suivaient, prêts à lui porter secours sur les crêtes glissantes et au bord des gouffres, où l'entraînait son inutile imprudence. Mais ces derniers efforts furent stériles, et, à ces cris 1000 fois jetés de « Robert ! Robert !» l'écho seul répondit, en répétant ce nom regretté. Le jour se leva. Il fallut aller chercher Glenarvan sur les plateaux éloignés et, malgré lui, le ramener au campement. Son désespoir était affreux. Qui eût osé lui parler de départ et lui proposer de quitter cette vallée funeste? Cependant les vivres manquaient. Non loin devaient se rencontrer les guides argentins annoncés par le muletier, et les chevaux nécessaires à la traversée des pampas. Revenir sur ses pas offrait plus de difficulté que de marcher en avant. D'ailleurs, c'était à l'océan Atlantique que rendez-vous avait été donné au Duncan. Toutes les raisons graves ne permettaient pas un plus long retard, et dans l'intérêt de tous, l'heure de partir ne pouvait être reculée. Ce fut Mac Nabbs qui tenta d'arracher Glenarvan à sa douleur. Longtemps il parla, sans que son ami parût l'entendre. Glenarvan secouait la tête. Quelques mots, cependant, entr'ouvrirent ses lèvres. « Partir » dit-il. « Oui, partir. Encore 1 heure. »« Oui, encore 1 heure, » répondit le digne major. Et l'heure écoulée, Glenarvan demanda en grâce qu'une autre heure lui fût accordée. On eût dit un condamné implorant une prolongation d'existence. Ce fut ainsi jusqu'à midi environ. Alors Mac Nabbs, de l'avis de tous, n'hésita plus, et dit à Glenarvan qu'il fallait partir, et que d'une prompte résolution dépendait la vie de ses compagnons. « Oui, oui, » répondit Glenarvan, « partons, partons. » Mais en parlant ainsi, ses yeux se détournaient de Mac Nabbs. Son regard fixait un point noir dans les airs. Soudain sa main se leva, et demeura immobile, comme si elle eût été pétrifiée. « Là! Là! » dit-il. « Voyez! Voyez !» Tous les regards se portèrent vers le ciel, et dans la direction si impérieusement indiquée.
En ce moment le point noir grossissait visiblement. C'était un oiseau qui planait à une hauteur incommensurable. Un condor, dit Paganel. Oui, un condor, répondit Glenarvan. Qui sait? Il vient, il descend. Attendons. Qu'espérait Glenarvan? Sa raison s'égarait-elle? Qui sait? Avait-il dit. Paganel ne s'était pas trompé. Le condor devenait plus visible d'instant en instant. Ce magnifique oiseau, jadis révéré des Incas, est le roi des Andes méridionales. Dans ces régions, il atteint un développement extraordinaire. Sa force est prodigieuse, et souvent il précipite des bœufs au fond des gouffres. Il s'attaque aux moutons, aux chevaux, aux jeunes veaux errant dans les plaines, et les enlève dans ses serres à de grandes hauteurs. Il n'est pas rare qu'il plane à 20 000 pieds au-dessus du sol, c'est-à-dire à cette limite que l'homme ne peut pas franchir. De là, invisible aux meilleures vues, ce roi des airs promène un regard perçant sur les régions terrestres, et distingue les plus faibles objets avec une puissance de vision qui fait l'étonnement des naturalistes. Qu'avait donc vu ce condor? Un cadavre? Celui de Robert Grant? Qui sait? Répétait Glenarvan, sans le perdre du regard. L'énorme oiseau s'approchait, tantôt planant, tantôt tombant avec la vitesse des corps inertes abandonnés dans l'espace. Bientôt il décrivit des cercles d'un large rayon, à moins de 100 toises du sol. On le distinguait parfaitement. Il mesurait plus de 15 pieds d'envergure. Ses ailes puissantes le portaient sur le fluide aérien presque sans battre, car c'est le propre des grands oiseaux de voler avec un calme majestueux, tandis que pour les soutenir dans l'air, il faut aux insectes 1000 coups d'ailes par seconde. Le major et Wilson avaient saisi leurs carabines. Glenarvan les arrêta d'un geste. Le condor enlaçait dans les replis de son vol une sorte de plateau inaccessible, situé à un quart de mille sur les flancs de la cordillère. Il tournait avec une rapidité vertigineuse, ouvrant, refermant ses redoutables serres, et secouant sa tête cartilagineuse. « C'est là, là !» s'écria Glenarvan. Puis, soudain, une pensée traversa son esprit. « Si Robert est encore vivant !» s'écria-t-il en poussant une exclamation terrible. « Cet oiseau! Feu! Mes amis, feu !» Mais il était trop tard. Le condor s'était dérobé derrière de hautes saillies de roc. Une seconde s'écoula. Une seconde que l'aiguille dut mettre un siècle à battre. Puis l'énorme oiseau reparut pesamment chargé et s'élevant d'un vol plus lourd. Un cri d'horreur se fit entendre. Au cerf du condor, un corps inanimé apparaissait, suspendu et ballotté, celui de Robert Grant. L'oiseau l'enlevait par ses vêtements et se balançait dans les airs à moins de 150 pieds au-dessus du campement. Il avait aperçu les voyageurs, et cherchant à s'enfuir avec sa lourde proie, il battait violemment de l'aile les couches atmosphériques. « Ah !» s'écria Glenarvan, « que le cadavre de Robert se brise sur ces rocs, plutôt que de servir. » Il n'acheva pas, et saisissant la carabine de Wilson, il essaya de coucher en joue le condor. Mais son bras tremblait, il ne pouvait fixer son arme, ses yeux se troublaient. « Laissez-moi faire, » dit le major. Et l'œil calme, la main assurée, le corps immobile, il visa l'oiseau qui se trouvait déjà à 300 pieds de lui. Mais il n'avait pas encore pressé la gâchette de sa carabine qu'une détonation retentit dans le fond de la vallée. Une fumée blanche fusa entre deux masses de basalte, et le condor, frappé à la tête, tomba peu à peu, en tournoyant, soutenu par ses grandes ailes déployées qui formaient parachute. Il n'avait pas lâché sa proie, et ce fut avec une certaine lenteur qu'il s'affaissa sur le sol, à 10 pas des berges du ruisseau. « À nous, à nous !» dit Glenarvan. Et sans chercher d'où venait ce coup de fusil providentiel, il se précipita vers le condor. Ses compagnons le suivirent en courant. Quand ils arrivèrent, l'oiseau était mort, et le corps de Robert disparaissait sous ses larges ailes.
Glenarvan se jeta sur le cadavre de l'enfant, l'arracha au cerf de l'oiseau, l'étendit sur l'herbe, et pressa de son oreille la poitrine de ce corps inanimé. Jamais plus terrible cri de joie ne s'échappa de lèvres humaines, qu'à ce moment où Glenarvan se releva, en répétant « Il vit! Il vit encore !» En cet instant Robert fut dépouillé de ses vêtements, et sa figure baignée d'eau fraîche. Il fit un mouvement, il ouvrit les yeux, il regarda, il prononça quelques paroles, et ce fut pour dire « Ah, vous, mylord, mon père !» Glenarvan ne put répondre. L'émotion l'étouffait, et s'agenouillant, il pleura près de cet enfant si miraculeusement sauvé. Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Première partie, chapitre 15. L'Espagnol de Jacques Paganel. Après l'immense danger auquel il venait d'échapper, Robert en courut un autre, non moins grand, celui d'être dévoré de caresses. Quoiqu'il fût bien faible encore, pas un de ces braves gens ne résista au désir de le presser sur son cœur. Il faut croire que ces bonnes étreintes ne sont pas fatales aux malades, car l'enfant n'en mourut pas, au contraire. Mais après le sauver, on pensa au sauveur, et ce fut naturellement le major qui eut l'idée de regarder autour de lui. À 50 pas du Rio, un homme d'une stature très élevée se tenait immobile sur un des premiers échelons de la montagne. Un long fusil reposait à ses pieds. Cet homme, subitement apparu, avait les épaules larges, les cheveux longs et rattachés avec des cordons de cuir. Sa taille dépassait 6 pieds. Sa figure bronzée était rouge entre les yeux et la bouche, noire à la paupière inférieure et blanche au front. Vêtu à la façon des Patagons des frontières, l'indigène portait un splendide manteau décoré d'arabesques rouges, fait avec le dessous du cou et des jambes d'un guanac, cousu de tendons d'autruche, et dont la laine soyeuse était retournée à l'extérieur. Sous son manteau s'appliquait un vêtement de peau de renard serré à la taille, et qui, par devant, se terminait en pointe. À sa ceinture pendait un petit sac renfermant les couleurs qui lui servaient à peindre son visage. Ses bottes étaient formées d'un morceau de cuir de bœuf et fixées à la cheville par des courroies croisées régulièrement. La figure de ce Patagon était superbe et dénotait une réelle intelligence, malgré le bariolage qui la décorait. Il attendait dans une pose pleine de dignité. À le voir immobile et grave sur son piédestal de rocher, on l'eût pris pour la statue du sang-froid. Le major, dès qu'il l'aperçut, le montra à Glenarvan, qui courut à lui. Le Patagon fit 2 pas en avant. Glenarvan prit sa main et la serra dans la sienne. Il y avait dans le regard du lord, dans l'épanouissement de sa figure, dans toute sa physionomie, un tel sentiment de reconnaissance, une telle expression de gratitude, que l'indigène ne put s'y tromper. Il inclina doucement la tête et prononça quelques paroles que ni le major ni son ami ne purent comprendre. Alors le Patagon, après avoir regardé attentivement les étrangers, changea de langage. Mais quoi qu'il fît, ce nouvel idiome ne fut pas plus compris que le premier. Cependant certaines expressions dont se servit l'indigène frappèrent Glenarvan. Elles lui parurent appartenir à la langue espagnole, dont il connaissait quelques mots usuels. « Espagnol ?» dit-il. Le Patagon remua la tête de haut en bas, mouvement alternatif qui a la même signification affirmative chez tous les peuples. « Bon, » fit le major, « voilà l'affaire de notre ami Paganel. Il est heureux qu'il ait eu l'idée d'apprendre l'espagnol. » On appela Paganel. Il accourut aussitôt et salua le Patagon avec une grâce toute française, à laquelle celui-ci n'entendit probablement rien. Le savant géographe fut mis au courant de la situation. « Parfait, dit-il. Et, ouvrant largement la bouche, afin de mieux articuler, il dit « Vos sois onomen debem ?» L'indigène tendit l'oreille
et ne répondit rien. Il ne comprend pas, dit le géographe. Peut-être n'accentuez-vous pas bien, répliqua le major. C'est juste. Diable d'accent. Et de nouveau Paganel recommença son compliment. Il obtint le même succès. Changeons de phrase, dit-il, et, prononçant avec une lenteur magistrale, il fit entendre ces mots. Sem duvida patago. L'autre resta muet comme devant. Disem, ajouta Paganel. Le Patagon ne répondit pas davantage. Vos comprendes? Cria Paganel si violemment qu'il faillit s'en rompre les cordes vocales. Il était évident que l'Indien ne comprenait pas, car il répondit, mais en espagnol. No comprendo. Ce fut au tour de Paganel d'être ébahi, et il fit vivement aller ses lunettes de son front à ses yeux, comme un homme agacé. Que je sois pendu, dit-il, si j'entends un mot de ce patois infernal. C'est de l'orocanien, bien sûr. Mais non, répondit Glenarvan, cet homme a certainement répondu en espagnol. Et se tournant vers le Patagon. Espagnol, répéta-t-il. Si, si, répondit l'indigène. La surprise de Paganel devint de la stupéfaction. Le major et Glenarvan se regardaient du coin de l'œil. Ah ça, mon savant ami, dit le major, pendant qu'un demi-sourire se dessinait sur ses lèvres. Est-ce que vous auriez commis une de ces distractions dont vous me paraissez avoir le monopole? Hein? Fit le géographe en dressant l'oreille. Oui, il est évident que ce Patagon parle l'espagnol. Lui? Lui. Est-ce que par hasard vous auriez appris une autre langue en croyant étudier... McNabbs n'acheva pas. Un « oh » vigoureux du savant, accompagné de haussements d'épaules, le coupa net. Major, vous allez un peu loin, dit Paganel d'un ton assez sec. Enfin, puisque vous ne comprenez pas, répondit McNabbs. Je ne comprends pas parce que cet indigène parle mal, répliqua le géographe qui commençait à s'impatienter. C'est-à-dire qu'il parle mal parce que vous ne comprenez pas, riposta tranquillement le major. McNabbs, dit alors Glenarvan, c'est là une supposition inadmissible. Quelque distrait que soit notre ami Paganel, on ne peut supposer que ses distractions aient été jusqu'à apprendre une langue pour une autre. Alors, mon cher Edward, ou plutôt vous, mon brave Paganel, expliquez-moi ce qui se passe ici. Je n'explique pas, répondit Paganel, je constate. Voici le livre dans lequel je m'exerce journellement aux difficultés de la langue espagnole. Examinez-le, major, et vous verrez si je vous en impose. Ceci dit, Paganel fouilla dans ses nombreuses poches. Après quelques minutes de recherche, il en tira un volume en fort mauvais état et le présenta d'un air assuré. Le major prit le livre et le regarda. « Eh bien, quel est cet ouvrage » demanda-t-il. « Ce sont les Louisiades, » répondit Paganel. « Une admirable épopée qui... »« Les Louisiades » s'écria Glenarvan. « Oui, mon ami, les Louisiades du grand Camoens, ni plus ni moins. »« Camoens » répéta Glenarvan. « Mais, malheureux ami, Camoens est un Portugais. C'est le portugais que vous apprenez depuis 6 semaines. »« Camoens? Louisiade? Portugais ?» Paganel ne put pas en dire davantage. Ses yeux se troublèrent sous ses lunettes, tandis qu'un éclat de rire homérique éclatait à ses oreilles, car tous ses compagnons étaient là qui l'entouraient. Le Patagon ne sourcillait pas. Il attendait patiemment l'explication d'un incident absolument incompréhensible pour lui. « Ah, insensé, fou, dit enfin Paganel. Comment? Cela est ainsi. Ce n'est point une invention faite à plaisir. J'ai fait cela, moi. Mais c'est la confusion des langues, comme à Babel. Ah, mes amis, partir pour les Indes et arriver au Chili, apprendre l'espagnol et parler le portugais, cela est trop fort. Et si cela continue un jour, il m'arrivera de me jeter par la fenêtre au lieu de jeter mon cigare.
À entendre Paganel prendre ainsi sa mésaventure, à voir sa comique déconvenue, il était impossible de garder son sérieux. D'ailleurs il donnait l'exemple. Riez, mes amis, disait-il. Riez de bon cœur. Vous ne rirez pas tant de moi que j'en ris moi-même. Et il fit entendre le plus formidable éclat de rire qui soit jamais sorti de la bouche d'un savant. Il n'en est pas moins vrai que nous sommes sans interprète, dit le major. Oh, ne vous désolez pas, répondit Paganel. Le portugais et l'espagnol se ressemblent tellement que je m'y suis trompé. Mais aussi cette ressemblance me servira à réparer promptement mon erreur. Et avant peu, je veux remercier ce digne Patagon dans la langue qu'il parle si bien. Paganel avait raison, car bientôt il put échanger quelques mots avec l'indigène. Il apprit même que le Patagon se nommait Tolcave, mot qui, dans la langue oracanienne, signifie le tonnant. Ce surnom lui venait sans doute de son adresse à manier des armes à feu. Mais ce dont Glenarvan se félicita particulièrement, ce fut d'apprendre que le Patagon était guide de son métier, et guide des Pampas. Il y avait dans cette rencontre quelque chose de si providentiel que le succès de l'entreprise prit déjà la forme d'un fait accompli, et personne ne mit plus en doute le salut du capitaine Grant. Cependant les voyageurs et le Patagon étaient retournés auprès de Robert. Celui-ci tendit les bras vers l'indigène, qui, sans prononcer une parole, lui mit la main sur la tête. Il examina l'enfant et palpa ses membres endoloris. Puis, souriant, il alla cueillir sur les bords du rio quelques poignées de céleri sauvage, dont il frotta le corps du malade. Sous ce massage, fait avec une délicatesse infinie, l'enfant sentit ses forces renaître, et il fut évident que quelques heures de repos suffiraient à le remettre. On décida donc que cette journée et la nuit suivante se passeraient au campement. Deux graves questions, d'ailleurs, restaient à résoudre, touchant la nourriture et le transport. Vivres et mulets manquaient également. Heureusement, Thalcave était là. Ce guide, habitué à conduire les voyageurs le long des frontières patagones, et l'un des plus intelligents bakéanos du pays, se chargea de fournir à Glenarvan tout ce qui manquait à sa petite troupe. Il lui offrit de les conduire à une tolderia d'Indiens, distante de 4 milles au plus, où se trouveraient les choses nécessaires à l'expédition. Cette proposition fut faite moitié par geste, moitié en mots espagnols, que Paganel parvint à comprendre. Elle fut acceptée. Aussitôt Glenarvan et son savant ami, prenant congé de leurs compagnons, remontèrent le rio sous la conduite du Patagon. Ils marchèrent d'un bon pas pendant 1 heure et demie, et, à grandes enjambées, poursuivre le géant Thalcave. Toute cette région andine était charmante et d'une opulente fertilité. Les gras pâturages se succédaient l'un à l'autre, et eussent nourri sans peine une armée de 100 000 ruminants. De larges étangs, liés entre eux par l'inextricable lacet des rios, procuraient à ces plaines une verdoyante humidité. Des cygnes à tête noire s'y ébattaient capricieusement et disputaient l'empire des eaux à de nombreuses autruches, qui gambadaient à travers les îles à noces. Le monde des oiseaux était fort brillant, fort bruyant aussi, mais d'une variété merveilleuse. Les isacas, gracieuses tourterelles grisâtres au plumage strié de blanc, et les cardinaux jaunes, s'épanouissaient sur les branches d'arbres comme des fleurs vivantes. Les pigeons voyageurs traversaient l'espace, tandis que toute la gente emplumée des moineaux, des chingolos, des ilguiros et des mongitas, se poursuivant à tire-d'aile, remplissait l'air de cris pétillants. Jacques Paganel marchait d'admiration en admiration. Les interjections sortaient incessamment de ses lèvres, à l'étonnement du Patagon, qui trouvait tout naturel qu'il y eût des oiseaux par les airs, des cygnes sur les étangs et de l'herbe dans les prairies. Le savant n'eut pas à regretter sa promenade, ni à se plaindre de sa durée. Il se croyait à peine parti que le campement des Indiens s'offrait à sa vue. Cette tolderia occupait le fond d'une vallée étranglée entre les contreforts des Andes. Là vivaient, sous des cabanes de branchages, une trentaine d'indigènes nomades paissant de grands troupeaux de vaches laitières, de moutons, de bœufs et de chevaux. Ils allaient ainsi d'un pâturage à un autre,
et trouvaient la table toujours servie pour leurs convives à quatre pattes. Type hybride des races d'Orocan, de Pahuenche et d'Aucas, ces endo-péruviens de couleur olivâtre, de taille moyenne, de forme massive au front bas, à la face presque circulaire, aux lèvres minces, aux pommettes saillantes, aux traits efféminés, à la physionomie froide, n'eussent pas offert aux yeux d'un anthropologiste le caractère des races pures. C'étaient en somme des indigènes peu intéressants. Mais Glenarvan en voulait à leur troupeau, non à eux. Du moment qu'ils avaient des bœufs et des chevaux, ils n'en demandaient pas davantage. Thalcave se chargea de la négociation qui ne fut pas longue. En échange de 7 petits chevaux de race argentine tout harnachés, d'une centaine de livres de charquis, ou viande séchée, de quelques mesures de riz et d'outres de cuir pour l'eau, les Indiens, à défaut de vin ou de rhum, qu'ils eussent préféré, acceptèrent 20 onces d'or, dont ils connaissaient parfaitement la valeur. Glenarvan voulait acheter un 8e cheval pour le Patagon, mais celui-ci lui fit comprendre que c'était inutile. Ce marché terminé, Glenarvan prit congé de ses nouveaux fournisseurs, suivant l'expression de Paganel, et il revint au campement en moins d'une demi-heure. Son arrivée fut saluée par des acclamations qu'il voulut bien rapporter à qui de droit, c'est-à-dire aux vivres et aux montures. Chacun mangea avec appétit. Robert prit quelques aliments. Ses forces lui étaient presque entièrement revenues. La fin de la journée se passa dans un repos complet. On parla un peu de tout, des chairs absentes, du Duncan, du capitaine John Mangles, de son brave équipage, d'Harry Grant, qui n'était pas loin peut-être. Quant à Paganel, il ne quittait pas l'Indien. Il se faisait l'ombre de Thalcave. Il ne se sentait pas d'aise de voir un vrai Patagon, auprès duquel il eût passé pour un nain, un Patagon qui pouvait presque rivaliser avec cet empereur Maximin et ce nègre du Congo, vu par le savant Van der Broek, haut de 8 pieds tous les deux. Puis il assommait le grave Indien de phrases espagnoles, et celui-ci se laissait faire. Le géographe étudiait, sans livre cette fois. On l'entendait articuler des mots retentissants à l'aide du gosier, de la langue et des mâchoires. « Si je n'attrape pas l'accent, répétait-il au major, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais qui m'eût dit qu'un jour ce serait un Patagon qui m'apprendrait l'espagnol ?»